Chapitre 18, lu par Gérard Gilles, où l'on raconte l'entretien qu'eurent Sancho Panza et son seigneur Don Quichotte, avec d'autres aventures bien dignes d'être rapportées. Sancho rejoignit son maître si abattu, si affaissé, qu'il ne pouvait plus seulement taloter son âne, quand Don Quichotte le vit en cet état. « Pour le coup, bon Sancho, dit-il, j'achève de croire que ce château, ou hôtellerie si tu veux, est enchanté sans aucun doute. Car enfin, ceux qui se sont si atrocement joués de toi, que pouvaient-ils être, sinon des fantômes et des gens de l'autre monde? Ce qui me confirme dans cette pensée, c'est que, tandis que je regardais les actes de ta déplorable tragédie par-dessus l'enceinte de la cour, il ne me fut possible ni de monter sur les murs, ni de les franchir, ni même de descendre de cheval. Sans doute, il me tenait moi-même enchanté, car je te jure, par la foi d'un homme tel que je suis, que si j'avais pu monter au mur ou mettre pied à terre, je t'aurais si bien vengé de ces félons et mauvais garnements qu'ils auraient à tout jamais gardé le souvenir de leur méchant tour, quand bien même j'eusse dû, pour les châtier, contrevenir aux lois de la chevalerie, qui ne permettent pas, comme je te l'ai déjà dit maintes fois, qu'un chevalier porte la main sur celui qui ne l'est pas. Sinon, pour la défense de sa propre vie et en cas d'urgente nécessité. Chevalier ou non, répondit Sancho, je me serais pardieu bien vengé moi-même, si j'avais pu. Mais le mal est que je ne pouvais pas. Et pourtant, je jurerais bien que ces gens-là qui se sont divertis à mes dépens n'étaient ni fantômes, ni hommes enchantés, comme dit votre grâce, mais bien de vrais hommes de chair et d'os, tout comme nous. Et je le sais bien, puisque je les entendais s'appeler l'un l'autre pendant qu'ils me faisaient voltiger et que chacun d'eux avait son nom. L'un s'appelait Pedro Martinez, l'autre Tenorio Fernandez, et l'hôtelier Jean Palomec le Gaucher. Ainsi donc, Seigneur, si vous n'avez pu sauter la muraille ni seulement mettre pied à terre, cela venait d'autre chose que d'un enchantement. Quant à moi, ce que je tire au clair de tout ceci, c'est que ces aventures que nous allons cherchant nous mèneront à la fin des fins à de telles mésaventures que nous ne saurons plus reconnaître quel est notre pied droit. Ce qu'il y a de mieux à faire, et de plus raisonnable, selon mon faible entendement, ce serait de nous en retourner au pays, maintenant que c'est le temps de la moisson, et de nous occuper de nos affaires, au lieu de nous en aller, comme on dit, de fièvre en chaumal et de l'alguazil au corrégidor. Que tu sais si peu de choses, Sancho, répondit Don Quichotte, en fait de chevalerie errante. Tais-toi, et prends patience. Un jour viendra où tu verras, par la vue de tes yeux, quelle grande et noble chose est l'exercice de cette profession. Sinon, dis-moi, quelle plus grande joie, quel plus doux ravissement peut-il y avoir dans ce monde que celui de remporter une victoire et de triompher de son ennemi? Aucun, sans doute. Cela peut être bien, repartit Sancho, encore que je n'en sache rien. Mais tout ce que je sais, c'est que, depuis que nous sommes chevaliers errants, ou votre grâce du moins, car je ne mérite pas de me compter en si honorable confrérie, nous n'avons jamais remporté de victoire, si ce n'est pourtant contre le Biscayen. Encore votre grâce en est-elle sortie en y laissant une moitié d'oreille et une moitié de salade. Depuis lors, tout a été pour nous coup de poing sur coup de bâton et coup de bâton sur coup de poing. Mais j'ai reçu par-dessus le marché les honneurs du bernement, et encore de gens enchantés dont je ne pourrais tirer vengeance pour savoir jusqu'où s'étend, comme dit votre grâce, le plaisir de vaincre son ennemi. C'est bien la peine que je ressens, répondit Don Quichotte, et celle que tu dois ressentir aussi. Mais sois tranquille, je vais dorénavant faire en sorte d'avoir aux mains une épée forgée avec tant d'art, que celui qui la porte soit à l'abri de toute espèce d'enchantement. Il se pourrait même bien que la fortune me fît présent de celle que portait Amadis, quand il s'appelait le chevalier de l'ardente épée, laquelle fut une des meilleures lames que chevalier posséda jamais au monde. Car, outre qu'elle avait la vertu dont je viens de parler,
Elle coupait comme un rasoir, et nulle armure, quelque forte ou enchantée qu'elle fût, ne résistait à son tranchant. « Je suis si chanceux, moi, répondit l'écuyer, que, quand même, ce bonheur vous arriverait, et qu'une semblable épée tomberait entre vos mains, elle ne pourrait servir et profiter qu'aux chevaliers durement armés, tel tout de même que le baume, et quant aux écuyers, Bernique. » « N'aie pas cette crainte, Sancho, reprit Don Quichotte. Le ciel en agira mieux avec toi. » Deux aventuriers s'entretenaient ainsi quand, sur le chemin qu'ils suivaient, Don Quichotte aperçut un épais nuage de poussière qui se dirigeait de leur côté. Dès qu'il le vit, il se tourna vers Sancho et lui dit : « Voici le jour, ô Sancho, où l'on va enfin voir la haute destinée que me réserve la fortune. Voici le jour, dis-je encore, où doit se montrer, autant qu'en nul autre, la valeur de mon bras, où je dois faire des prouesses qui demeureront écrites dans le livre de la renommée pour l'admiration de tous les siècles à venir. Tu vois bien, Sancho, ce tourbillon de poussière. Eh bien, il est soulevé par une immense armée qui s'avance de ce côté, formée d'innombrables et diverses nations. En ce cas, répondit Sancho, il doit y en avoir deux, car voilà que du côté opposé s'élève un autre tourbillon. Don Quichotte se retourna tout empressé, et voyant que Sancho disait vrai, il sentit une joie extrême, car il s'imagina sur le champ que c'étaient deux armées qui venaient se rencontrer et se livrer bataille au milieu de cette plaine étendue. Il avait en effet, à toute heure et à tout moment, la fantaisie pleine de batailles, d'enchantements, d'aventures, d'amour, de défis et de toutes les impertinences que débitent les livres de chevalerie errante. Et rien de ce qu'il faisait, disait ou pensait ne manquait de tendre à de semblables rêveries. Ces tourbillons de poussière qu'il avait vus étaient soulevés par deux grands troupeaux de moutons qui venaient sur le même chemin de deux endroits différents, mais si bien cachés par la poussière qu'on ne put les distinguer que lorsqu'il fut arrivé tout près. Don Quichotte affirmait avec tant d'insistance que c'étaient des armées que Sancho finit par le croire. « Eh bien, Seigneur, lui dit-il, qu'allons-nous faire, nous autres ? » ?»« Qu'allons-nous faire, reprit Don Quichotte, et porter aide et secours aux faibles et aux abandonnés. Or, il faut que tu saches, Sancho, que cette armée que nous avons en face est conduite et commandée par le grand empereur Alifanfaron, seigneur de la grande île Taprobana, et que cette autre armée, qui vient par derrière nous, est celle de son ennemi, le roi des Garamantes, Pentapolin aux bras retroussés, qu'on appelle ainsi parce qu'il entre toujours dans les batailles avec le bras droit nu jusqu'à l'épaule. « Et pourquoi, demanda Sancho, ces deux seigneurs s'en veulent-ils ainsi ? » ?»« Ils s'en veulent, répondit Don Quichotte, parce que cet Alifanfaron est un furieux païen qui est tombé amoureux de la fille de Pentapolin, très belle et très accorte dame, laquelle est chrétienne. Et son père ne la veut pas donner au roi païen, à moins que celui-ci ne renonce d'abord à la loi de son faux prophète Mahomet pour embrasser celle de sa fiancée. « Par ma barbe, s'écria Pancho, je jure que Pentapolin a bien raison, et que je l'aimerai de bon cœur du mieux que je pourrai. Tu ne feras en cela que ce que tu dois, Sancho, reprit Don Quichotte, car pour prendre part à de semblables batailles, il n'est pas requis et nécessaire d'être armé chevalier. » »« J'entends bien cela, répondit Sancho, mais où mettrons-nous cet âne pour être sûr de le retrouver à la fin de la mêlée ? Car si fourré sur une telle monture, je ne crois pas que cela se soit vu jusqu'à présent. »« C'est vrai, répondit Don Quichotte, mais ce que tu peux faire de lui, c'est de le laisser aller à la bonne aventure, qu'il se perde ou se retrouve, car après la victoire, nous aurons tant et tant de chevaux à choisir que Rocinante lui-même court grand risque d'être troqué pour un autre. Mais fais silence, regarde, et prête-moi toute ton attention. Je veux te désigner et te dépeindre les principaux chevaliers qui viennent dans les deux armées. Et pour que tu les voies et distingues plus facilement, retirons-nous sur cette éminence.
d'où l'on doit aisément découvrir l'une et l'autre. Ils quittèrent le chemin et gravirent une petite hauteur de laquelle on aurait en effet parfaitement distingué les deux troupeaux que Don Quichotte prenait pour des armées, si les nuages de poussière qui se levaient sous leurs pieds n'en eussent absolument caché la vue. Mais enfin, voyant dans son imagination ce qu'il ne pouvait voir de ses yeux et ce qui n'existait pas, Don Quichotte commença d'une voix élevée. Le chevalier que tu vois là-bas, avec des armes dorées, qui porte sur son écu un lion couronné, rendu au pied d'une jeune damoiselle, c'est le valeureux Lorcalco, seigneur du Pont d'Argent. Cet autre, aux armes à fleur d'or, qui porte sur son écu, il porte, ce que je vois, oui, 3 couronnes d'argent en champ d'azur, c'est le redoutable Mikoko Lembo, grand-duc de Kirossi. Cet autre, aux membres gigantesques, qui se trouve à sa main droite, c'est le toujours intrépide Brandabarbaran de Boliche, seigneur des 3 Arabies. Il a pour cuirasse une peau de serpent et pour écu une porte, qu'on dit être l'une de celles du temple que renversa Samson de fond en comble, quand au prix de sa vie, il se vengea des Philistins, ses ennemis. Mais on tourne maintenant les yeux de ce côté, et tu verras, à la tête de cette autre armée, le toujours vainqueur et jamais vaincu, Timonel de Carcassona, prince de la Nouvelle Biscaye. Il est couvert d'armes, écartelé d'azur, de sinople, d'argent et d'or, et porte sur son écu un chat d'or, en chant lyonnais, avec ses 4 lettres, M-I-O-U, qui forment le commencement du nom de sa dame, laquelle est, à ce que l'on assure, l'incomparable Miulina, fille du duc Alféniken des Algarves. Cet autre qui charge et fait plier les reins de cette puissante cavale, dont les armes sont blanches comme la neige et l'écu sans aucune devise, c'est un chevalier novice, français de nation, qu'on appelle Pierre Papin, seigneur des baronnies d'Ultric. Cet autre, qui de ses larges étriers bat les flancs mouchetés de ce zèbre rapide et porte des armes parsemées de coupes d'azur, c'est le puissant duc de Nerbie, Espartafilardo, du Bocage, dont l'emblème peint sur son écu est un champ d'asperges avec cette devise espagnole « Zafrea mi suerte ». Don Quichotte continua de la même manière à nommer une foule de chevaliers qu'il s'imaginait voir dans l'une ou l'autre armée. Les couleurs et les devises que lui fournissait son intarissable folie étaient choisies sans hésiter. Puis, sans s'arrêter un instant, il poursuivit de la sorte. Ces escadrons que tu vois en face de nous sont formés d'une infinité de nations diverses. Voici ceux qui boivent les douces eaux du fleuve appelé Xanté par les dieux, et par les hommes Scabrande. Ici sont les montagnards qui foulent les champs massiliens. Là, ceux qui criblent la fine poudre d'or de l'heureuse Arabie. Là, ceux qui jouissent des fraîches rives du limpide Thermodon. Là, ceux qui épuisent parmi le saigné le pactole au sable doré. Là, les Numides, de foi douteuse et inconstante. Les Perses, fameux par leur adresse à tirer à l'arc. Les Parthes et les Mèdes, qui combattent en fuyant. Les Arabes, aux tentes nomades. Les Scythes, aussi cruels de cœur que blancs de peau. Les Éthiopiens, qui s'attachent des anneaux aux lèvres. Et enfin, 100 autres nations dont je vois bien et reconnais les visages, mais dont les noms m'ont échappé. Dans cette autre armée, voici venir ceux qui s'abreuvent au liquide cristal du Bétis, père des oliviers. Ceux qui lavent et polissent leur visage dans les ondes dorées que le Tage roule toujours à plein bord. Ceux qui jouissent des eaux fertilisantes du divin Génil, ceux qui foulent les champs artésiens au grand pâturage, ceux qui folâtrent dans les prés élyséens de Xérès, les riches manchois couronnés de blonds épis, ceux qui se couvrent de fer, antiques restes du sang des Goths, ceux qui se baignent dans la Pisuerga, fameuse par la douceur de ses courants, ceux qui paissent d'innombrables troupeaux dans les vastes pâturages qu'enserre en ses détours le tortueux Guadiana, célèbre par son cours souterrain, ceux qui tremblent de froid
sous les vents qui sifflent dans les vallons des Pyrénées, ou sous les flocons de neige qui blanchissent le sommet de l'Appennin. Finalement, toutes les nations diverses que l'Europe renferme en son sein populeux. Qui pourrait redire toutes les provinces que cita Don Quichotte, et tous les peuples qu'il nomma, en donnant à chacun d'eux, avec une merveilleuse célérité, ses attributs les plus caractéristiques, tout absorbé qu'il était par le souvenir de ses livres mensongers. Sancho Panza restait, comme on dit, pendu à ses paroles, sans trouver moyen d'en placer une seule. Seulement, de temps à autre, il tournait la tête pour voir s'il apercevait les géants et les chevaliers que désignait son maître. Et comme il ne pouvait en découvrir aucun, « Par ma foi, Seigneur !» s'écria-t-il enfin, « je me donne au diable si homme, géant ou chevalier paraît de tous ceux que vous avez nommés là. Du moins, je n'en vois pas la queue d'un. Et tout cela doit être des enchantements, comme les fantômes d'hier soir. »« Comment peux-tu parler ainsi ?» répondit Don Quichotte. « N'entends-tu pas les hennissements des chevaux, le son des trompettes, le bruit des tambours ?»« Je n'entends rien autre chose, répliqua Sancho, sinon des bêlements d'agneaux et de brebis. » Ce qui était parfaitement vrai, car les deux troupeaux s'étaient approchés assez près pour être entendus. « C'est la peur que tu as, reprit Don Quichotte, qui te fait, Sancho, voir et entendre tout de travers. Car l'un des effets de cette triste passion est de troubler les sens et de faire paraître les choses autrement qu'elles ne sont. Mais si ta frayeur est si grande, retire-toi à l'écart et laisse-moi seul. Seul, je donnerai la victoire au parti où je porterai le secours de mon bras. » En disant ces mots, il enfonce les éperons à Rocinante et la lance en arrêt, descend comme un foudre du haut de la colline. Sancho lui criait de toutes ses forces « Arrêtez, seigneur Don Quichotte, arrêtez! Je jure Dieu que ce sont des moutons et des brebis que vous allez attaquer! Revenez donc par la vie du Père qui m'a engendré! Quelle folie est-ce là! Et regardez qu'il n'y a ni géant, ni chevalier, ni chat, ni asperge, ni sang, ni écu d'azur, ni quartier d'écu, ni diable, ni rien! Par les péchés que je dois à Dieu, qu'est-ce que vous allez faire ?» Ces cris n'arrêtaient point Don Quichotte, lequel, au contraire, criait encore plus haut. « Courage, chevalier qui combattait sous la bannière du valeureux empereur Pentapolin aux bras retroussés, courage! Suivez-moi tous, et vous verrez avec quelle facilité je tirerai pour lui vengeance de son ennemi, Ali Fanfaron de Taprobana. » En disant cela, il se jette à travers l'escadron de brebis et commence à les larder à coups de lance avec autant d'ardeur et de rage que s'il eût réellement frappé ses plus mortels ennemis. Les pâtres qui menaient le troupeau lui crièrent d'abord de laisser ces pauvres bêtes. Mais voyant que leur avis ne servait à rien, ils délièrent leur fronde et se mirent à lui saluer les oreilles avec des cailloux gros comme le poing. Don Quichotte, sans se soucier des pierres qui pleuvaient sur lui, courait çà et là et disait « Où donc es-tu, superbe Ali Fanfaron? Viens à moi, c'est un seul chevalier qui veut éprouver tes forces corps à corps et t'ôter la vie en peine de la peine que tu causes au valeureux Garamante Pentapolin. » En cet instant, arrive une amande de rivière qui, lui donnant droit dans le côté, lui ensevelit 2 côtes au fond de l'estomac. À ce coup, il se crut mort, ou grièvement blessé, et se rappelant aussitôt son baume, il tire la burette, la porte à ses lèvres, et commence à se verser dans le corps la précieuse liqueur. Mais, avant qu'il eût fini d'avaler ce qui lui en semblait nécessaire, voilà qu'une seconde dragée lui arrive, qui frappe si en plein sur sa main et sur sa burette, qu'elle fait voler celle-ci en éclats. Lui écrase 2 doigts horriblement, et lui emporte, chemin faisant, 3 ou 4 dents de la bouche. Telle fut la roideur du premier coup, et telle celle du second, que force fut au pauvre chevalier de se laisser tomber de son cheval en bas. Les pâtres s'approchèrent, et croyant qu'ils l'avaient tué, ils se dépêchèrent de rassembler leurs troupeaux, chargèrent sur leurs épaules les brebis mortes dont le nombre passait 6 à 8, et sans autre enquête s'éloignèrent précipitamment. Sancho était resté tout ce temps sur la hauteur, d'où il contemplait les folies que faisait son maître,
s'arrachant la barbe à pleines mains et maudissant l'heure où la fortune avait permis qu'il en fît la connaissance. Quand il le vit par terre et les bergers loin, il descendit de la colline et s'approcha de lui. Il le trouva dans un piteux état, quoiqu'il n'ait pas perdu le sentiment. « Eh bien, seigneur Don Quichotte, lui dit-il, ne vous disais-je pas bien de revenir et que vous alliez attaquer non pas des armées, mais des troupeaux de moutons ?» « C'est ainsi, répondit Don Quichotte, qui a fait disparaître et changer les choses ce larron, le sage enchanteur, mon ennemi. Car j'apprends, ô Sancho, et qu'il est très facile à ces gens-là de nous faire apparaître ce qu'ils veulent. Et ce malin nécromant qui me persécute, envieux de la gloire qu'il a bien vu que j'allais recueillir dans cette bataille, a changé les escadrons de soldats en troupeaux de brebis. Sinon, Sancho, fais une chose pour ma vie. Pour que tu te détrompes et que tu vois la vérité de ce que je te dis, monte sur ton âne et suis-les, sans faire semblant de rien. Dès qu'ils se seront éloignés quelque peu, ils reprendront leur forme naturelle. Et cessant d'être moutons, redeviendront hommes faits et parfaits, tout comme je te les ai dépeints d'abord. Mais non, n'y va pas à présent. J'ai trop besoin de ton secours et de tes services. Approche et regarde combien il me manque de dents, car je crois en vérité qu'il ne m'en reste pas une seule dans la bouche. Sancho s'approcha de son maître, et si près qu'il lui mettait presque les yeux dans le gosier. C'est alors que le baume venait d'opérer dans l'estomac de Don Quichotte. Au moment où Sancho se mettait à regarder l'état de ses mâchoires, l'autre leva le cœur et, plus violemment que n'aurait fait une arquebuse, lança tout ce qu'il avait dans le corps à la barbe du compatissant écuyer. « Sainte Vierge !» s'écria Sancho. « Qu'est-ce qui vient de m'arriver là ? Sans doute que ce pêcheur est blessé à mort, puisqu'il vomit le sang par la bouche. » Mais dès qu'il eut regardé de plus près, il reconnut à la couleur, odeur et saveur que ce n'était pas du sang, mais bien le baume de la burette qu'il avait vu boire. Alors il fut pris d'une horrible nausée, que, le cœur lui aussi tournant, il vomit ses tripes au nez de son seigneur, et qu'ils restèrent tous les deux galamment accoutrés. Sancho courut à son âne pour prendre de quoi s'essuyer et panser son maître. Et ne trouvant plus le bissac, il fut sur le point d'en perdre l'esprit. Il se donna de nouveau 1000 malédictions et résolut dans le fond de son cœur d'abandonner son maître pour regagner le pays. Dut-il perdre ses gages et les espérances du gouvernement de l'île tant promise. Don Quichotte se leva cependant, et tenant ses mâchoires de la main droite, pour empêcher de tomber le reste de ses dents, il prit la bride de Rocinante, lequel n'avait pas bougé des côtés de son maître, tant il était fidèle et loyal serviteur. Puis il s'en alla trouver son écuyer, qui, la poitrine appuyée sur son âne et la joue sur sa main, se tenait comme un homme accablé de tristesse. En voyant sa posture et ses marques de profond chagrin, Don Quichotte lui dit « Apprends, ô Sancho, qu'un homme n'est pas plus qu'un autre s'il ne fait pas plus qu'un autre. Tous ces orages dont nous sommes assaillis sont autant de signes que le temps va enfin reprendre sa sérénité et nos affaires un meilleur cours. Car il est impossible que le bien ou le mal soit durable. D'où il suit que le mal ayant beaucoup duré, le bien doit être proche. Ainsi tu ne dois pas t'affliger outre mesure des disgrâces qui m'arrivent, puisque tu n'en prends aucune part. » »« Comment non ? » répondit Sancho. « Est-ce que par hasard, celui qu'on faisait danser hier sur la couverture était un autre que le fils de mon père ? Et le bissac qui me manque aujourd'hui avec tout mon bagage, était-il à d'autres qu'au même ? » ?»« Quoi ? Tu n'as plus le bissac ?» s'écria douloureusement Don Quichotte. « Non, je ne l'ai plus, » répliqua Sancho. « En ce cas, nous n'avons rien à manger aujourd'hui, » reprit Don Quichotte. « Ce serait vrai, » répondit Sancho, « si ces prés manquaient des plantes que votre grâce dit connaître si bien, et avec lesquelles on coutume de suppléer à de telles privations d'aussi malencontreux chevaliers errants que vous l'êtes. » »« Avec tout cela, reprit Don Quichotte, j'aimerais mieux alors qu'il est un quartier de pain-bis avec 2 têtes de hareng que toutes les plantes que décrit Discoride, fut-il commenté par le docteur Laguna. Mais allons, bon Sancho,
monte sur ton âne, et viens-t'en derrière moi. Dieu, qui pourvoit à toute chose, ne nous manquera pas, surtout travaillant comme nous le faisons, si fort à son service, car il ne manque ni aux moucherons de l'air, ni aux vermisseaux de la terre, ni aux insectes de l'eau. Il est si miséricordieux qu'il fait luire son soleil pour les bons et les méchants, et tomber sa pluie sur le juste et l'injuste. En vérité, répondit Sancho, vous étiez plus fait pour devenir prédicateur que chevalier errant. Les chevaliers errants, Sancho, reprit Don Quichotte, savaient et doivent savoir de tout. Et tel d'entre eux, dans les siècles passés, s'arrêtait à faire un sermon au milieu du grand chemin, comme s'il eût pris ses licences à l'université de Paris. Tant qu'il est vrai que jamais l'épée n'émoussa la plume, ni la plume l'épée. À la bonne heure, répondit Sancho. Qu'il en soit comme veut votre grâce. Allons-nous-en de là, et tâchons de trouver un gîte pour la nuit. Et que Dieu veuille que soit en tel lieu qu'il n'y ait ni berne, ni berneurs, ni fantômes, ni morts enchantés, car si j'en retrouve, j'envoie à tous les diables le manche après la cognée. Demande-en la grâce à Dieu, mon fils, répliqua Don Quichotte, et mène-nous où tu voudras. Je veux cette fois-ci laisser à ton choix le soin de notre logement. Mais avant tout, donne voir ta main, et tâte avec le doigt pour savoir combien de dents me manquent de ce côté, le côté droit de la mâchoire supérieure, car c'est là que je me sens le plus mal. Combien de dents, pensa-t-il, aviez-vous de ce côté d'habitude ? 4, répondit Don Quichotte, sans compter l'œillère, toute bien entière et bien saine. Faites attention à ce que vous dites, seigneur, reprit Sancho. Je dis que j'en avais 4, si ce n'est même pas 5. Répondit Don Quichotte, car en toute ma vie on ne m'a pas tiré une dent de la bouche et j'en ai perdu ni de carie ni de pituite. Eh bien, à ce côté d'en bas, dit Sancho, votre grâce n'a plus que 2 dents et demie, et à celui d'en haut, ni demi ni entière. Tout est ras et plat comme la paume de la main. Oh, malheureux que je suis, s'écria Don Quichotte, aux tristes nouvelles que lui donnait son écuyer. J'aimerais mieux qu'il m'eusse enlevé un bras, pourvu que ce ne fût pas celui de l'épée, car il faut que tu saches, Sancho, qu'une bouche sans dents est comme un moulin sans meule, et qu'on doit 1000 fois plus estimer une dent qu'un diamant. Mais enfin, ce sont des disgrâces auxquelles nous sommes sujets, nous tous, qui avons fait profession dans l'ordre austère de la chevalerie errante. Allons, monte sur ton âne, ami, et conduis-nous. Je te suivrai au train que tu voudras. Sancho fit ce qu'ordonnait son maître, et s'achemina du côté où il lui parut plus sûr de trouver un gîte, sans s'écarter toutefois du chemin, du grand chemin, qui là se dirigeait en ligne droite. Comme ils s'en allaient ainsi, l'un devant l'autre, et pas à pas, parce que la douleur des mâchoires ne laissait à Don Quichotte ni repos, ni envie de se hâter beaucoup, Sancho, voulant endormir son mal et le divertir en lui contant quelque chose, lui dit ce qu'on verra dans le chapitre suivant.